Il y a quelque temps, j'ai lu l'ouvrage Dans les rouleaux du temps de Bertrand Leclerc. Ces rouleaux de lecture qui sont également des rouleaux de vie. Cette vie qu'on déroule et qui est marquée par certaines lectures. Lectures qui sont comme des marques-vie, des passages soulignés. Que nous font-ils ces livres de vie? Comment nous transforment-ils? Comment les livres que nous lisons nous écrivent-ils à leur tour? Nous sommes lus par les livres aimés. Les livres aimés nous donnent notre visage. C'est ainsi que Bertrand Leclerc dévoile déroule ces 12 rouleaux de livres-vie qui vont de Socrate par Platon à Marcel Proust. Ironiquement, l'exemplaire que j'ai commandé sur le net était accompagné d'un envoi à François Bon, celui-là même qui a écrit Après le livre, qui est un éloge à l'écriture et à la littérature numérique. Je note simplement que le livre n'a pas été lu, et par pudeur, je ne lirai pas la dédicace. J'étais donc en train de lire dans les rouleaux du temps, lorsque je lis le passage suivant. J'ai appris que Ravitch était né en Ukraine au tout début des années 20 et qu'il avait été déporté 2 ans à Auschwitz, qu'il avait vécu de 1947 à son suicide, en 1982, à Paris, où il vivait chichement, correspondant diplomatique de journaux étrangers et collaborateur épisodique du monde des livres. J'ai appris encore de Pierre Pachet que Le sang du ciel, écrit directement en français et paru dès 1961, est une traversée de la Shoah, mais qu'il n'est ni une autobiographie, ni un document historique, ni un témoignage au sens courant du terme. Il est un roman, ou bien même un conte antiphilosophique, aphilosophique, écrit Ravitch aux premières pages, ou bien encore un poème, qui n'hésite pas à quitter la prose pour entrer en versification à de nombreuses pages, qui jongle avec les pronoms personnels, passant sans cesse du je au il, qui jongle avec les genres comme faire se peut, pour tenter de recoudre ce qui a été déchiqueté. La vie d'un homme qui était juif à une époque et sur une terre, aux confins de la Pologne et de l'Ukraine actuelle, où les Juifs, autant du point de vue viscéral de la population autochtone que du point de vue industriel de l'occupant allemand, devaient mourir sur le champ, où ils n'étaient même pas apatrides, ils étaient sans monde, interdits, renvoyés de partout à l'immonde. J'avais noté le titre et l'auteur. Je m'étais promis d'y aller voir, comme l'on fait souvent, sans penser, et sans réaliser que ce titre, ce nom que l'on note, sont peut-être ceux d'un être de chair en souffrance. Le hasard, objectif toujours et grand commandeur des lectures vitales, a voulu que quelques semaines plus tard, je rende visite à Hélène Sixou, le jour même où elle terminait une postface destinée à la première traduction en polonais du Sang du ciel, qui n'avait jusqu'alors été traduit qu'en anglais dès 1964. Immense livre, disait-elle, de celui dont je l'ai appris ce jour-là, elle avait été l'amie et qu'elle admirait entre tous les poètes de notre temps, qu'elle nommait le poète. Ma curiosité ainsi éveillée, je descendis dans ma bibliothèque souterraine, dans ma bibliothèque enfouie dans la terre et pleine de fantômes, dans ce lieu magique où s'opèrent les sortilèges, j'ouvris mon ordi, me connecta à ma librairie virtuelle et quelques jours plus tard, je reçus dans ma boîte aux lettres Le sang du ciel de Piotr Ravitch, dont je vous lis le passage suivant, qui est en fait les toutes premières pages, La queue et l'art de comparer.
À quoi vas-tu reconnaître l'homme? À ce qu'il sait aboyer. J'ai la trousse de vos flics, de vos papiers timbrés, de votre justice, de vous-même. Je ne vous dirai donc pas tout de suite de quel queue il s'agit dans le titre. Je n'userai pas de mots forts. Par la suite, vous allez voir par vous-même. Lorsqu'on n'a pas ces papiers en règle, lorsque l'équivoque tendu et craquante, reste la seule passerelle qui permette, parfois, le soir, de se faufiler dans le bivouac des humains, mieux vaut ne pas s'exposer au proverbial foudre de la censure. Tout de même, vous ne saurez pas voler. Vous allez voir plus tard de quelle queue il s'agit. Je peux pourtant vous dévoiler sans crainte ce que veut dire les mots l'art de la comparaison. Ils n'ont rien de scabreux, selon l'administration du moins. C'est que ce conte qui se voudrait antiphilosophique, philosophique, je veux l'ouvrir par une comparaison. J'en userai. J'en abuserai. C'est démodé comme procédé, c'est peut-être imbécile, mais je n'y renonce pas. Tout dépouillé, tout nu, au seuil de l'âge mûr, cette puante cuisine des pauvres, où de spectateurs huants on vous somme de vous muer en spectateurs hués, je crie d'une voix blanche, plus de renoncement. Je voudrais comparer la vie à un garçon de café, au garçon de café qui lentement s'affaire à la terrasse où j'ouvre mon récit comme on ouvre une boutique. Elle reste debout, appuyée à n'importe quelle table, la vie. Elle n'est ni tout à fait chauve, ni tout à fait chevelue. Quelques îlots timides sur sa tête hideuse. Son veston qui se veut blanc n'est pas très propre, mais ça peut passer. Elle sert des boissons à un rythme qui n'est pas celui des buveurs, et ces boissons ne sont ni très chaudes, ni très froides, un peu aigres, un peu douceâtres, troubles, mais pas du tout troublantes. Elle est ridée, fatiguée, jaunie. Elle attend des pourboires qui la laissent froide. Elle cherche la dignité et la sert tout en sachant que la dignité n'existe pas. Elle est pâle et elle va mourir. Continuez vous-même à tirer sur ma comparaison, s'il vous plaît. Elle n'est pas encore usée, mais ne m'amuse plus. J'ai donc ouvert ce récit comme on ouvre une boutique. Un rectangle. Les comptoirs sont là et les rayons. Peinture fraîche. Le vide, comme un accordéon. On peut le comprimer et l'étirer. Je veux jouer avec, rien qu'un moment. Tant pour les marchandises et les clients de faire leur apparition. L'un d'eux. Mais au fait, s'agit-il d'un client ou d'une marchandise? Commence à se dessiner à l'horizon. À propos d'horizon, un petit poème me vient à l'esprit. Rassurez-vous, il n'est pas long le poème. Rien que 2 lignes. Il fut dédié à un académicien, un membre de l'académie. Un membre, quoi. Un grain de mise en scène, il se réveille le membre, il se dresse, il regarde tout autour et prononce le poème. Horizon! Quel affront! Il ne vous plaît pas mon poème? Tant pis. Continuons. Ma boutique est donc ouverte, et sur l'horizon se profile le nouveau venu, au sujet de qui je ne pouvais pas me décider tout à l'heure. Est-il marchandise? Est-il client? Par rapport à ma boutique, à mon récit, à la terrasse, ou alors, s'agit-il d'une affiche arrachée par le vent, à son mur abri, lavée par les pluies et par les regards innombrables des badauds? Une affiche qui s'en va en morceaux et qui bat de l'aile. Par vous-même, vous allez en juger. Vous allez juger. Il oscille entre les chaises. La terrasse est pleine. Le temps est cruel comme peut l'être un après-midi, boulevard Montparnasse, en plein nous, à 5 heures. Les damnés de la terre nous entourent. Ils sont pauvres et très importants à leurs propres yeux. Un petit vieux qui, depuis 40 ans,
prétend que le destin se trompe. C'est lui qui devait organiser les corridas bouffe à Saint-Paul-de-Vence et jouer à la bourse et prendre des femmes jeunes, toujours plus jeunes, tandis que l'autre, c'est à l'autre de rester ces années durant, appuyé au même zinc, boulevard Montparnasse. Il y a aussi le barbu qui jalouse Soutine. Il aurait dû être Soutine, mais ne pas être mort. Ces tableaux, la lumière les a désertés il y a des dizaines d'années, à tout jamais. Quelqu'un, un cruel, mentionne-t-il Picasso? Il énonce: ces gens-là, vous me comprenez, ces gens-là, ils gagnent des fortunes. Eh bien, ils n'ont aucune honte. Ils l'ont perdu. À ce prix, c'est facile. Il ne recule devant rien. Lui, il recule devant tout, et tout recule devant lui, comme dans un songe. Il reste sagement dans son éprouvette diaphane, remplie de chloroforme qui a pris un goût de viande à mesure qu'avance son décharnement. Pour payer son petit crème, il cherche désespérément la petite pièce jaune dans une poche dont je ne préfère pas imaginer l'intérieur. Ses doigts tels des oiseaux se rabattent sur les 50 francs, et il délire, et il chantonne. Un seul parmi eux dont la fraternité ne m'effraie pas. David a une petite barbiche dorée, et ses doigts sont comme 10 bénédictions. Il dessine l'univers disparu. Les légers traits de son crayon humilient mes souvenirs. Il est propre, il est dépersonnalisé, comme un orfèvre. Je suis bête, je le sais bien, mais eux, les intelligents, les violents, qu'ont-ils donc accompli de tellement grand? Mes chemises sont blanches. La blancheur de ces chemises, mon Dieu. En dessinant en traits minuscules, judicieusement semées toutes les caresses de sa peau et de son âme, il vit son souvenir et le souvenir de son souvenir. Quant à eux autres, ils ne vivent plus leur vie, ni leurs rêves. Ils les parlent, à la recherche d'une délivrance refusée, et leurs paroles sont comme autant d'éclaboussures. Comme celui qui aime le modeste, le sauvé et le calme, saurait-il fermer son cœur aux orgueilleux, aux sales et aux violents? Un troisième, un quatrième, il s'agite, il bouge, il sue. Ceux du moins dont les corps débiles ont gardé la triste grâce de suer. Ils prennent de petits crèmes et ils assassinent les parlers des confins de la vieille Europe. Ceux qui n'ont pas faim constituent des îlots fiers et abrupts. Merci et bonne journée.